Il est né à Carthagène le 1er juin 1851. Deuxième fils du mariage formé par Juan Manuel Peral Torres, qui était alors le premier gendarme du corps d'artillerie de l'armée, et Isabel Caballero Diaz. Son père était originaire de San Fernando, Cadix, et sa mère de Carthagène comme lui. Son grand-père paternel, Pedro Peral, était également marin. Isaac Peral, deuxième fils de Juan Manuel, a obtenu la grâce d'un aspirant à la marine, avec l'utilisation d'un uniforme et une option pour un poste au collège militaire naval, à l'âge de 9 ans. Le 1er juillet 1865, il entra au collège susmentionné à l'âge de 14 ans après avoir réussi les examens correspondants, avec le numéro de poste 10 d'une classe de 23. Le 26 décembre 1866, il reçut la nomination d'aspirant de deuxième classe et son premier mission, la corvette Villa de Bilbao. En 1867, alors qu'il n'avait que 16 ans, il fut affecté à l'Urca Santa Maria, voilier, dans laquelle il dut faire face à une véritable épreuve par le feu, le voyage de Cadix à Manille, en passant par le cap de Bonne-Espérance. Le commandant du navire dans son rapport déclare ce qui suit: « Cet aspirant est d'un brillant espoir, car à une disposition inhabituelle, il réunit une très grande application et un grand amour pour la race. Il a obtenu un grand avantage dans la campagne que les Philippines ont menée avec le navire. Au cours des 20 prochaines années, il traversera plusieurs fois la Méditerranée, l'Atlantique et le Pacifique. Il interviendra dans 2 guerres, les 10 ans à Cuba et la 3e carliste, prouvant sa valeur, et a été récompensé par la Croix du Mérite naval de première classe avec un insigne rouge. Enfin, une période de calme relatif est arrivée, l'insurrection cubaine et la guerre carliste ont été réprimées. À cette époque, Peral est nommé professeur d'aspirants sur la frégate Blanche. Le 5 juillet 1876, il demanda son admission à l'Académie pour l'extension des études de la marine. Après l'examen obligatoire, il entra le 1er janvier 1877. Le 20 avril de cette année, il épousa María del Carmen Sencio Rodríguez, fille du médecin de la marine Antonio Sencio Romero. Il finit ses études en 1880, avec d'excellentes notes finales et suscitant l'admiration de ses professeurs, qui ne tarderont pas à le réclamer pour rejoindre le cloître. Il est à nouveau confié aux Philippines, à la commission hydrographique, dans laquelle il se consacrera à relever les cartes de navigation qui facilitent la même chose dans ses mers et ses côtes. Le 21 juillet, il est promu lieutenant de 2e classe du navire et prend le commandement de la canonnière Caviteño. Il est tombé malade et a dû retourner dans la péninsule. De retour à San Fernando, après avoir été mis en quarantaine à Mahon, et sans être entièrement restauré, le directeur de l'observatoire et de l'académie d'expansion, capitaine du navire Pujason, lui demande de reprendre les chaires de physique, chimie et alémane, et en janvier 1, 1883, il a reçu la nomination définitive. En dehors de la marine, son autre grand amour était les études scientifiques, et il a rendu ses obligations professionnelles compatibles avec elles, consacrant de nombreuses heures de son repos théorique et de ses loisirs. À la suite de ses réflexions et calculs, l'idée de résoudre le difficile problème de la navigation sous-marine est apparue en 1884. La seule personne à qui il le communiqua était sa femme Carmen, qui eut soudain le sentiment que cela n'apporterait rien de bon, alors il lui demanda de ne le communiquer à personne d'autre. Il réussit à le persuader, au moins pendant un certain temps. La situation a soudainement changé, quand une confrontation avec l'Allemagne pour la possession de l'archipel de La Carolina, a menacé de conduire l'Espagne à la guerre contre ce puissant pays. La tension grandit entre les deux nations au cours des mois d'août et de septembre 1885. L'inventeur, militaire avant tout, sentit qu'il était de son devoir inexcusable, en raison de la gravité du moment, d'informer ses supérieurs qu'il avait inventé le sous-marin. Et qu'il l'offrit à sa patrie pour sa meilleure défense. En août 1885, en pleine crise d'avant-guerre, il communique son invention à ses supérieurs, Pujason et Vinigras, directeurs respectivement de l'Observatoire astronomique et de l'école d'expansion. Pujason répond qu'en disant à une personne qu'il tient en grande considération, il le croit. Venant d'un autre, j'aurais pensé que c'était fou. Une réunion avec les personnes les plus qualifiées des deux institutions a été organisée d'urgence pour Peral pour défendre son invention dans un procès contradictoire. Il a réussi le test et a convaincu ses supérieurs de la véracité de son offre, et ils l'ont supplié de la communiquer immédiatement au ministre de la Marine de l'époque, Manuel de la Pezuela, et il l'a fait.
Le 9 septembre 1885, il lui adressa la lettre et le ministre, après avoir recueilli des informations auprès de ses supérieurs, accueillit le projet avec grand intérêt, émettant plusieurs ordres pour que des essais préliminaires soient effectués et déclarant l'affaire top secret militaire. La chance, cependant, a très vite changé pour l'inventeur, car avec la mort d'Alphonse XII, le gouvernement a été remplacé, ce qui impliquait un changement dans le portefeuille de Marina. Le général Pezuela a été remplacé par un autre général, mais d'une disposition très différente, le vice-amiral Beranger, un chef intrigant bien lié au trust industriel britannique. Les éléments qui lui ont permis de réaliser toutes ces actions caractéristiques typiques d'un sous-marin étaient les suivants. 2 moteurs électriques de propulsion de 30 CV chacun, conçus par l'inventeur lui-même. Batterie à 613 accumulateurs, 480 pour la propulsion et le reste pour l'alimentation en énergie des autres appareils du sous-marin, de type Julien commandé au fabricant bruxellois l'Électrique, auprès duquel il a commandé certains médicaments dans l'AL. Liage des plaques, destinées à alimenter les moteurs de propulsion, le servomoteur de stabilité, la pompe et l'éclairage. Il a également conçu un nouveau boîtier pour améliorer l'isolation des batteries, en utilisant de l'ébonite, solution qui s'est révélée appropriée et a été imitée par d'autres fabricants tels que Tudor. Périscope avec télémètre et dispositif de visée. Aiguille compensée pour la direction du navire, avec une boîte en bronze spéciale. Aussi pour le gouvernement, il a conçu un gyroscope électrique, le premier de l'histoire, un système de bûche électrique, système qui a continué à être utilisé dans tous les sous-marins pour estimer la vitesse du navire en immersion, commandé à Dolon & Co. Un système de régénération d'air utilisant un purificateur qui utilisait de l'hydrate de soude et de la chaux vive pour absorber le dioxyde de carbone. L'oxygène consommé a été renouvelé par un autre stocké dans des bouteilles. C'est le même système utilisé aujourd'hui. Un tube lance-torpille couplé à l'intérieur du sous-marin avec un système spécifique pour pouvoir être tiré sous la mer sans que l'eau ne pénètre à l'intérieur et un système de compensation pour éviter les perturbations provoquées par la manœuvre. Beaucoup de ces éléments étaient des inventions en soi, en supposant que les batteries et les moteurs électriques, par exemple, étaient substantiellement modifiés par l'inventeur afin de relever l'énorme défi posé par la navigation immergée d'un moteur d'environ 90 tonnes. Les batteries et les moteurs étaient révolutionnaires pour l'époque. D'autres éléments étaient originaux de Peral, mais sa plus grande réalisation est l'ensemble. C'est-à-dire le navire révolutionnaire qui a changé à jamais le concept de la guerre navale, le sous-marin. Pour tout cela, le doyen des ingénieurs espagnols et futur lauréat du prix Nobel, Don José de Echegaray, contemporain de Peral, a qualifié son invention de « la plus complexe et la plus complète de celles connues à ce jour ». La chose extraordinaire à propos de l'invention d'Isaac Peral est que tous ces éléments, perfectionnés bien sûr, ont pratiquement survécu jusqu'à ce jour. Les caractéristiques du sous-marin étaient les suivantes: déplacement 77T et 85T immergé, longueur 22 mètres, largeur 2,87 mètres, profondeur 2,76 mètres, tube lance-torpille de 450 mm, armé de 3 torpilles Schwarzkopf puissance 60 CV, vitesse 10 nœuds en surface et 8 en immersion, rayon d'action de 355 miles en surface et 326 en immersion, équipage 12 hommes. Après le rejet de la marine et du gouvernement, l'inventeur s'est installé à Madrid, dès qu'il a obtenu la licence, et a créé la première industrie électrique importante au monde. Il a mis en place la première usine d'accumulateurs à usage industriel au monde à Madrid et plusieurs entreprises disséminées dans toute la géographie nationale pour électrifier les communes, les entreprises et les installations de toutes sortes. En outre, il a mis en place les prémis Air Centrales électriques en Espagne. Ce n'est que pour ces faits qu'il mériterait une reconnaissance universelle car il était un pionnier de la deuxième révolution industrielle. Sa santé se détériore très rapidement et de 1891 à 1895, il subit 4 opérations chirurgicales graves, ne pas pouvoir survivre à la période post-opératoire de la dernière, qui a été réalisée à Berlin, alors qu'il était sur le point d'avoir 44 ans. Son travail, en matière électrique, a été poursuivi, dans une large mesure, par l'ingénieur belge Tudor. Et, précisément avec les batteries Tudor, les sous-marins ont repris le dessus.